Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour une nouvelle aventure de Bonjour le Faso sur Savan TV. Alors, vous le savez, cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Boxomtenga, donc de Gunga. Un quartier appelé encore le quartier des récréatrales, puisque c'est dans ce quartier que se tient le festival Les Récréatrales, qui est un festival de rencontres théâtrales. Nous partons à la découverte de ce quartier cette semaine et aujourd'hui, vous allez avoir le témoignage du chef de ce quartier. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Adèle Saint-Pouré qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour est coach en développement personnel et écrivain. Il est auteur de plus de 10 livres. Aujourd'hui, nous parlons de son tout dernier livre. Il s'agit notamment du livre intitulé Rompre avec l'ignorance. Le coach Issa Démé est notre invité de ce jour. Nous sommes donc dans la semaine du festival Ciné Droit Libre et Bonjour le Faso est au cœur de ce festival. Aujourd'hui, nous allons recevoir un réalisateur suisse dont le film est programmé tout au long de ce festival Ciné Droit Libre. Nous le recevrons sur ce plateau pour justement découvrir l'histoire de ce film intitulé justement Le Cardinal et l'Imam. Alors, vous aurez l'occasion justement aussi de voir d'autres invités qui seront là sur le plateau avec nous pour parler de leur événement. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant à Boxomtenga, c'est à Gunga. Le quartier Boxomtenga qui signifie l'endroit où il fait bon vivre. C'est un quartier qui est situé donc au niveau de la zone du Gunga nord, au secteur 7 de l'arrondissement numéro 2. Et selon l'histoire, le quartier Boxomtenga était un quartier où il faisait bon vivre. La terre était fertile et les cultures étaient propices et très rentables pour la population. L'environnement était aussi agréable avec les arbres et les bas-fonds. Qui de mieux pour nous parler de ce quartier que le chef, bien sûr, du quartier Boxomtenga, le Boxomtenga Naba, que nous vous invitons à suivre aujourd'hui. Ici, c'est Boxomtenga. C'est-à-dire que là où il fait bon vivre, les gens s'entendent. Bon, les temps ont changé, c'est vrai, mais la zone était fertile et puis voilà, il faisait bon vivre, comme il le fait toujours, bon vivre. Boxom, Mbose. En fait, c'est moi-même qui ai envoyé Boxomtenga. Sinon, j'ai fait quelques recherches, j'ai même retrouvé l'acte de naissance de notre arrière-grand-père. Mais le nom originel, c'est Bouktenga. B-O-U-G-R-T-I-N-G. Bouktenga. Voilà. Mais bon, comme l'appellation, c'est un peu... Il y a des confusions avec le nom de certains villages. Et comme c'était un peu difficile pour les gens, d'autres disent Bogotenga. Bogotenga, c'est pas bon. Je joue beaucoup trop. Donc j'ai essayé de forcer les gens à rentrer dans Boxomtenga. Et c'est la même chose. Nos origines, c'est Manga. Nous venons de Manga. Les habitants de Boxomtenga, c'est Manga. Mais mes recherches m'ont amené jusqu'à Naba Kom 2. Je ne sais pas s'il y a derrière Naba Kom 2 ou bien mes recherches m'ont limité à Naba Kom 2. Mais je sais que peut-être c'est plus que ça. Histoire ordinaire comme toutes les histoires. Hein. Nous ne sommes pas venus ici. La plupart des gens, les gens bougent. Peut-être parce qu'ils ont cherché la chefferie, ils n'ont pas eu, ils ont fait, mais chez nous, ce n'était pas le cas. On a suivi le Mogo Naba pour rentrer ici. Parce que vous savez, dans le temps, les Moussi, leur travail, ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est des conquêtes. Ce n'est pas cultiver, ce n'est pas élever. Ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est la guerre. Donc, on les a suivis, Mogo Naba, dans ses conquêtes, pour atterrir à Ouagadougou. Tout va bien entre les résidents et les récréateurs. En tout cas, tout va bien. Et le cartel en général, en fait. Le cartel en général. Comme on a primé le dialogue et l'approche, du coup, s'il y a un petit souci, facilement on peut les régler. Donc, du coup, je peux dire que tout va bien. À l'instant, c'était le témoignage de Boxomtenga Naba, le chef donc de Boxomtenga, qui nous parlait de son quartier, le quartier Boxomtenga de Gunga, un quartier que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2, encore appelé le quartier des récréatrales, puisqu'il faut le rappeler, c'est dans ce quartier que se tiennent donc les récréatrales. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de retrouver Adèle pour les informations. Et c'est avec Sugar Daddy, c'est signé Floby en featuring avec Mistania.
À l'instant, rappelons que c'était Sugar Daddy, c'est signé Miss Tania, en featuring avec le Baba National Flowy, qui était d'ailleurs en concert donc au niveau d'Abidjan. C'était un succès. Alors, pour la suite, nous allons encore vous inviter à une balade musicale et je vous laisse aux soins du réalisateur du jour, Noufoubon Congo. À présent, nous allons passer à la revue de presse et aujourd'hui, nous sommes avec Adèle Semporé que nous retrouvons juste après ça. Elle est bien installée sur notre plateau. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? On retient plusieurs informations traitées dans la presse écrite et pour découvrir les titres justement développés, nous commençons à découvrir la une de aujourd'hui au Faso. Adjudant-chef-major Issouf Sawadgo, crâne humain, cendre, œuf cassé, le WAC était omniprésent au conseil. Ce sont des témoignages relativement au procès de Thomas Sankara qui se poursuit toujours. Incarcération de Ngolo Drissa Ouattara à Bobo, sa trahison du MPP serait-elle aussi la cause? Une interrogation du journal. Bilan des assises sur l'éducation, bilan des assises nationales sur l'éducation. La coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE maintient la non-suppression du CEP et du second tour du BEPC. Drame d'Inata, qui en fait des responsabilités dans ce massacre, une interrogation. Manifestation du 27 novembre, Hervé Ouattara et compagnie devant les juges ce matin. Embastillement d'Omar Mariko pour injure envers le PM Choguel Maïga, issue judiciaire entre deux intimes ennemis politiques maliens. Liberté provisoire pour Vital Kamere en RDC, décision politique ou contrainte humanitaire? Eh bien, aujourd'hui au Faso pose la question. Et nous sommes à présent avec le journal Le Pays. À sa une, on lit événement du 15 octobre 1987. C'est Nabié Nsoni qui a tiré sur la tête de Thomas Sankara, témoignage de Issouf Sawadgo. 23e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, la CCVC et le Code DMPP réclament justice. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le nécessaire préalable du réarmement moral. Ali Nana, coordonnateur du MRP, Inata doit sonner la fin du tâtonnement dans l'amateurisme. Dr Gaston Kabouri, responsable de la vaccination anti-Covid-19 au CHU Algado Ouedraogo, nous avons été approchés par plusieurs personnes qui souhaitent se faire vacciner, mais qui ont peur à cause des fausses informations. Assise nationale sur l'éducation, la CNSE invite le gouvernement au respect des engagements pris. Révélation, crise sécuritaire, les manifs sur la voie publique interdites jusqu'à nouvel ordre. Et puis, Actu Foot, FIFA Coupe arabe, Maroc, Hervé Renard, les retrouvailles n'auront pas lieu. À lire également dans les colonnes du journal Le Pays, les pronostics PMUB du jour. Nous sommes à présent avec l'Observateur Palga. À la une de l'Obs ce matin, on lit ceci. Procès Thomas Sankara, les balles qui auraient tué le leader de la révolution. Lutte contre le terrorisme, le MRP veut lever 4 convois de VDP. Diabète sucré, des projections au goût amer. Dénonciation de l'incivisme. Mounafika est fier de l'être. Éducation nationale, les syndicats demandent d'accorder plus de priorité au secteur. Lutte contre les violences basées sur le genre. La Belgique décaisse 66 millions de francs CFA. Voyons à présent la une du journal Le Quotidien.
Le coordonnateur du MRP, Ali Nana, à propos de la lutte contre le terrorisme au Burkina, la situation sur le terrain ne semble pas évoluer en notre faveur. Le compte-rendu de la conférence de presse du MRP à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Et puis, autre titre à la une de ce canard, Isiaka Ouedraogo, président du CISAG, ceux qui pensent que le président et son équipe ne sont pas capables de juguler la crise sécuritaire ne sont pas à blâmer. Assise nationale sur l'éducation, la CNSE contre la suppression du CEP et du second tour du BEPC. 23e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, les vaines tentatives d'échapper à la justice ne sauraient entamer la détermination du peuple. Propos de Chrysogone Zougmouré. Nous sommes à présent avec le quotidien de tous les Burkinabés citoyens. Souveraineté alimentaire, l'Afrique à la recherche de solutions endogènes. Développement local au Lorum, un guérisseur booste l'économie de son village. Mercure, Bénin, une justice aux ordres, une interrogation. Et puis on murmure, c'est une rubrique de Sidoya, Fada Ngourma, jalouse, elle saccage la voiture de son époux. Des commerçants exportent illégalement des céréales. Nouna, des terroristes obligent des femmes à se voiler. Brakina, un ex-agent interpelle la ministre de la Justice. Autre titre, programme d'urgence pour le Sahel, le comité conjoint d'orientation fait le bilan. Et puis, opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés, 500 millions de francs CFA injectés en 5 ans. Allons-y à Bobo Dioulasso pour terminer la lecture des unes des quotidiens. Eh bien, à la une de l'Express du Faso, on peut lire « Procès de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai vu Nadier tirer sur la tête du président et Maïga sur le thorax. » Chronique, ils n'ont pas compris que le président Roch a changé de paradigme. Autant le dire, c'est aussi une rubrique de l'Express du Faso, lutte contre le terrorisme quand les Burkinabés se font peur eux-mêmes. Dossier Norbert Zongo, des organisations veulent plus de célérité. Rejet du rapport d'enquête d'Inata par le président Kaboré, avis de Bobolé. Et puis au palais de justice, infomissionnaire de la santé à la barre. Et ça en est fini pour la lecture des différents titres. Merci bien Adèle. Et nous marquons un arrêt sur quelques sujets. Nous débutons par le procès Thomas Sankara. Aujourd'hui, les journaux nous révèlent qu'on sait qui a tiré sur Thomas Sankara. On sait maintenant qui a tiré sur le président Thomas Sankara. Ce sont des informations qui nous viennent tout droit de la salle des banquets de Ouaga 2000 où se déroule toujours le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. On savait déjà que le président avait été tué par balle, mais on ne savait pas qui avait donné le coup fatal. Mais hier, lors des témoignages, un ex qui était proche, un ex-soldat qui était proche de Thomas Sankara a révélé l'identité de ceux qui auraient tiré sur le président Thomas Sankara. Hier, donc, à la barre, il y avait plusieurs témoins. Il y avait l'adjudant-chef-major Issouf Sawadgo, il y avait aussi le caporal Boubier Bamouni, il y avait l'adjudant-chef-major Sansan Yen Dikojo, il y avait aussi l'adjudant-chef-major Alexis Clément Roger Zongo, et puis plus d'autres témoins qui sont passés à la barre pour dire dire en tout cas ce qu'ils savent, ce qu'ils ont entendu sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Mais il faut dire que le témoignage qui a le plus touché plus d'un, c'est celui de l'adjudant-chef-major Issouf Sawadgo qui est à la retraite. Je précise que tous ceux qui sont passés hier sont des militaires à la retraite.
Et l'adjudant-chef-major Issouf Sawadgo a donné l'identité de ceux qui auraient tiré sur le président Thomas Sankara. Il dit dans son témoignage que Nabié Nsoni et Amidou Maïga sont ceux-là qui ont tiré sur le père de la révolution burkinabé, Nadie Nsoni qui aurait tiré sur la tête du président Thomas Sankara, et puis Maïga qui aurait lui tiré sur le thorax du président Thomas Sankara. Il dit qu'il est sorti en même temps que le président Thomas Sankara et c'est là qu'il a pu voir l'identité des tireurs. Et il explique que après le coup de feu, il a voulu s'échapper, mais il a été très vite rattrapé par les éléments qui étaient au Conseil de l'Entente. Ils ont été amenés dans un bureau au Conseil de l'Entente, un bureau où il y avait Yacine Kafando, qui est toujours absent du procès de Thomas Sankara. Il dit qu'ils ont vu certaines pratiques, ils ont vu en tout cas des choses occultes dans ce bureau. Des choses que nous rapporte également aujourd'hui au Faso à sa une, selon le témoignage de Issouf Sawadgo, crâne humain, cendres, œufs cassés, pour dire que le WAC était omniprésent donc dans le bureau donc de Yacine Kafando. Et il explique que quand il est arrivé, Yacine Kafando a tiré ses cols parce que il a osé le regarder, selon son témoignage. Et il a dit, nous avons tué votre Sankara, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, si tu t'amuses, j'ordonne à mes hommes de te faire comme ce qu'on a fait à votre président Thomas Sankara. Donc, c'est le témoignage qu'il a livré. En tout cas, c'est un témoignage qui donne un pas en avant parce que jusqu'à présent, ceux qui sont passés n'ont pas dit exactement qui a donné le coup de fusil au président Thomas Sankara. On sait que c'était des tirs. On a présenté le soldat Otis qui était devant les choses, mais on ne savait pas jusqu'à présent qui avait porté le coup fatal. Eh bien, selon les témoignages de Issouf Sawadgo, qui est maintenant à la retraite, ce sont les deux, Nsoni et Maïga, qui auraient porté les balles mortelles au président Thomas Sankara. Disons que les choses se passent plutôt bien à la salle des banquets de Ouaga 2000 avec le ballet des témoins. Hier, par exemple, le tribunal avait prévu d'auditionner environ 5 témoins, mais les choses sont allées très vite. On a pu auditionner 8 témoins. Et aujourd'hui, on prévoit auditionner une dizaine de témoins. Ça veut dire que d'ici là, on pourra donc épuiser la liste des 113 témoins qui pourront dire ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont entendu sur l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, les témoignages se poursuivent toujours. Mais disons que hier aussi, les avocats ont demandé une suspension du procès, le temps d'une pause, avant maintenant de reprendre, parce que vous savez que le mois de décembre comporte beaucoup d'activités. Il y a notamment les fêtes de fin d'année et les avocats ont voulu souffler après plusieurs jours de procès. Ils ont proposé une date, mais après quelques heures, le tribunal est revenu pour donner une suspension effectivement au procès, une suspension qui se fera entre le 23 décembre et le 3 janvier 2022. Donc, à partir du 23 décembre, il n'y aura plus de procès jusqu'au 3 janvier 2022. Donc, la reprise, c'est pour le 4 janvier. Mais en attendant cette suspension, les témoignages se poursuivent toujours à la salle des banquets de Ouaga 2000. D'accord. Alors, deuxième sujet, des responsables d'OSC devant le juge ce matin. Il s'agit des responsables, des leaders d'organisations de la société civile qui ont conduit la marche du 27 novembre dernier. On sait que le samedi 27 novembre, il y a eu une manifestation sonnée par le mouvement Sauvons le Burkina et d'autres organisations de la société civile pour faire l'ensemble de la coalition du 27 novembre. Eh bien, ces responsables d'OSC-là ont été traqués et arrêtés et aujourd'hui, ils doivent se présenter au tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est le journal Aujourd'hui au Faso qui nous donne l'information. On sait bien qu'il y a eu des responsables d'OSC qui ont été arrêtés suite à la marche dite interdite du samedi 27 novembre dernier. Il y a eu l'arrestation de Hervé Ouattara, qui est démissionnaire
du MPS. Il y a eu l'arrestation de Mamadou Drabo, lui qui est du mouvement Sauvons le Burkina Faso, le mouvement qui avait sonné la mobilisation. Il y a eu l'arrestation de Adama Tiendel Beogo, dit colonel, lui qui a été d'ailleurs déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À la suite de ces leaders, on a vu l'arrestation le week-end écoulé de Abdou Karim Bagayandi Lota, qui est lui aussi un ex du CDP, de la coordination des jeunes du CDP, qui a été donc libéré du parti par les responsables. Et puis on note aussi l'arrestation de la dame qui s'est présentée comme une femme d'FTS, Anaïs Drabo, que vous avez pu voir certainement et entendu sur nos ondes. Anaïs Drabo qui a en tout cas dénoncé l'arrestation de ses camarades. Elle disait aussi dans ses propos qu'elle aussi elle savait qu'elle allait être arrêtée, mais elle ne sait pas quand, peut-être à la fin de l'entretien. Mais finalement on apprend qu'elle a été arrêtée avec les autres camarades et donc ils seront présentés devant le juge ce matin. Je précise aussi qu'ils sont arrêtés pour trouble à l'ordre public. Vous savez qu'il y a eu une correspondance du maire de Ouagadougou qui disait que la manifestation du samedi 27 était interdite et qui demandait à ce que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités face à ces manifestants qui pourraient bien sûr troubler l'ordre public sur le territoire de Ouagadougou. Et donc peut-être au cours de cette journée, on aura de plus en plus d'informations sur leur audition ce matin. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au programme de commémoration donc, de l'assassinat de Norbert Zongo. Deux organisations étaient face à la presse hier pour dérouler en tout cas le programme de cette commémoration. Il s'agit de la CCVC qui lutte contre la vie chère. Il s'agit aussi du collectif de CODMPP, le collectif qui regroupe des organisations qui luttent pour l'enracinement de la démocratie et puis pour les libertés. Donc ces deux organisations étaient face à la presse pour dérouler le programme du 23e triste anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses trois compagnons et une conférence de presse pour dire que la lutte continue, le combat se poursuit toujours jusqu'à l'éclatement total de la vérité. Et il y avait aussi à la table Maître Prosper Faraman qui est avocat de la famille de Norbert Zongo. Et cette année, la commémoration se tient donc sous le thème pour dire que la lutte se poursuit toujours face aux velléités ambiantes de blocage et contre toute consécration de l'impunité au nom d'une quelconque réconciliation nationale, poursuivant avec la même détermination la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes de crimes de sang. C'est un long thème qu'ont choisi donc les organisations pour commémorer le 23e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses camarades pour dire que la lutte ne saurait être vendue au nom d'une quelconque réconciliation nationale. Vous savez que le contexte actuel, c'est la réconciliation nationale. Enfin, sortir les dossiers pendants, juger les dossiers pendants pour enfin aller à la réconciliation nationale. Mais pour ces organisations-là, il n'y a pas question que on vende la lutte au profit de la réconciliation nationale. Donc, ils sont de la mobilisation pour que les Burkinabés donc, se mobilisent pour lundi prochain pour commémorer donc l'assassinat de Norbert Zongo. Plusieurs activités sont au programme. Dépôt de gerbes de fleurs au cimetière, marche meeting et puis des panels pour revenir sur le parcours de Norbert Zongo. Et puis, bien sûr, selon l'avocat Maître Prosper Faraman, il a rassuré en tout cas que le procès va se tenir avec ou sans la présence de François Compaoré qui est présenté comme le principal accusé dans ce dossier Norbert Zongo, malgré que la Cour européenne des droits de l'homme ait suspendu donc l'arrestation de François Compaoré après l'autorisation de la Cour, du Conseil plutôt d'État français. Donc le Conseil d'État français avait autorisé
qu'on voit donc François Compaoré, mais la Cour européenne des droits de l'homme a souhaité qu'on suspende cette arrestation-là provisoirement. Merci bien Adèle. Vraiment, il nous reste peu de temps. Nous terminons par cette information. La coordination nationale des syndicats de l'éducation est contre du moins la suppression du CEP. La CNSE a fait le bilan de sa participation aux Assises nationales sur l'éducation, Assises nationales qui se sont tenues au cours du mois de novembre dernier. Et c'est une participation en tout cas enrichissante selon la coordination des syndicats de l'éducation parce que les syndicats ont pu en tout cas dire ce qu'ils pensent du système éducatif burkinabé. Ils ont pu faire des propositions pour un meilleur système éducatif au Burkina Faso. Et comme bilan, la CNSE maintient sa position contre la suppression du CEP, le CEP qui est le premier diplôme du cursus scolaire pour les Burkinabés. Et donc, il y a eu des informations selon lesquelles le gouvernement voudrait supprimer le CEP. Donc, CM2 ne serait plus une classe d'examen, mais une classe de passage comme les cours préparatoires. Avant maintenant, le second cycle. Et donc, la CNSE a maintenu sa position qu'on supprime ce premier diplôme. Et puis, la coordination est revenue sur un certain nombre de points qui ont été abordés au cours des assises nationales, notamment la gratuité scolaire. La CNSE estime qu'on doit maintenir cette gratuité pour les enfants, en tout cas de sorte à permettre à tous les enfants burkinabés d'avoir un enseignement. Il y a aussi la question des cantines scolaires qui ont été abordées et la question du respect des engagements de l'État vis-à-vis de cette coordination des syndicats. Donc, la coordination demande à ce que le gouvernement respecte les engagements pris pour de meilleures conditions de vie et de travail des enseignants. Merci à toi. Et tu restes avec nous, nous allons découvrir les couleurs du temps ensemble. Vous le savez, depuis samedi, le festival Ciné Droit Libre bat son plein à Ouagadougou. Et depuis lundi, à cette émission, nous recevons donc des participants et les organisateurs de Ciné Droit Libre pour parler de ce festival. Aujourd'hui, nous sommes avec un réalisateur suisse qui a son film qui sera diffusé tout au long du festival. Nous allons découvrir l'histoire de ce film avec notre invité qui est sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Manuel von Sturler. Il est réalisateur suisse et réalisateur du film Siriri, le cardinal et l'imam. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Formidable. Je suis à Ouaga depuis 2 jours et c'est merveilleux. Ça se passe bien. Vous êtes à Ouaga depuis 2 jours. Justement, dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, comment ça se passe le festival dans l'ensemble pour vous? Alors pour moi c'est une grande découverte, c'est la première fois que je viens et je suis invité dans ce festival et je vois beaucoup de films intéressants bien sûr et aussi des rencontres et je trouve que le nom du festival est absolument bien choisi parce qu'on sent qu'on peut vraiment débattre de tous les sujets, c'est très ouvert et très enrichissant. Et votre film a été sélectionné pour être diffusé tout au long de ce festival. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est chaque fois une grande richesse de pouvoir accompagner son film. Il faut comprendre que quand on fait un film, on travaille pendant 2-3 ans pour un documentaire de cinéma et on rencontre personne. Et souvent les films ils partent dans les diffusions et on n'a pas de relation avec le public. Alors les festivals, c'est vraiment quelque chose d'important. J'accompagne toujours mes films en festival. Si je suis disponible, bien sûr, pour justement échanger avec le public autour de ce que propose comme réflexion le film. Donc c'est pour moi très, très enrichissant, aussi pour la perspective d'autres films à venir. D'accord. Maintenant, le film est intitulé Siriri, le cardinal et l'imam. Quelle est l'histoire racontée dans ce film? Alors, juste par rapport au titre, Siriri, ça veut dire la paix en sango, qui est une des langues nationales de la République centrafricaine.
Et pour faire court, parce que l'histoire est très longue, donc je vais résumer, mais la République centrafricaine a vécu un grand bouleversement en 2013 avec un Xème coup d'État, mais celui-là a été perpétré par des groupes à majorité musulmane venus du Nord, mais surtout appuyés par des mercenaires venus du Tchad et du Soudan. Et ça a complètement chamboulé les équilibres du pays avec une réaction en chaîne de la communauté musulmane et communauté chrétienne qui se sont affrontés. Donc ils sont rentrés dans la spirale de la violence, de la vengeance et de la haine de l'autre, ce qui est complètement inédit en Centrafrique, parce que ça se passait toujours très bien, la cohabitation, avec beaucoup de familles mixtes, et donc c'était une tragédie, et ça aurait pu aller vers un génocide contre la minorité musulmane. Il se trouve que dès le départ, il était évêque à l'époque, mais il est aujourd'hui cardinal. Un imam et le pasteur, les trois leaders des grandes religions en Centrafrique, se sont tout de suite mis ensemble et d'une manière très forte, très engagée, pour dire non, ce n'est pas une guerre de religion, attention, ne vous faites pas avoir par l'instrumentalisation de ces groupes armés qui veulent prendre le pouvoir, piller les richesses du pays, non, ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Nous sommes tous centrafricains. Et cet engagement de ces trois leaders est assez unique. Si on regarde tous les conflits à travers le monde qui engagent aussi les communautés religieuses, c'est assez inédit de voir trois leaders religieux ensemble, main dans la main, pour combattre et dire non, nous sommes tous frères. Ils appuient aussi en disant mais finalement nous croyons au même Dieu. Comment est-ce que nous pouvons abattre l'autre, l'ennemi, qui est en fait notre frère dans la foi aussi, même si la pratique est différente, mais ils croient au même Dieu. Et quelle est la grande leçon de ce film ? Pour moi, c'est rester ouvert tout le temps à l'autre, à celui qu'on pense être différent. Et une des motivations pour moi, c'est qu'en Europe, on a aussi une espèce de polarisation des idées. Si on est plutôt de droite ou plutôt de gauche, plutôt écologique ou pas, ou plutôt libéral, ou alors il y a maintenant par exemple les pro-vaccins, les anti-vaccins, et on a de plus en plus de peine à échanger et on se conforte dans nos convictions. Alors là, bien entendu, que le film raconte les enjeux qui se trouvent en Centrafrique, mais la grande leçon de ces trois leaders, c'est justement de dire quelles sont nos valeurs communes. Cherchons, même s'il y a des différences, et moi je pense plutôt un peu comme ça ou comme si, mais cherchons les valeurs communes qui font humanité. Alors, pour le programme de diffusion, le film Siriri, le cardinal et l'imam sera diffusé quand et à quelle heure? Parce que peut-être d'aujourd'hui jusqu'au 11 prochain. Alors, il sera ce soir à 20h30 à l'espace Gambidi. Oui, l'espace Gambidi. C'est ça. Et puis également demain, jeudi à 19h, à Goethe Institut. À l'Institut Goethe, ok. Ouais. Et puis, alors vendredi, il y aura une masterclass. On m'a demandé d'animer une masterclass pour les étudiants, mais ça, je crois que c'est sur réservation. D'accord. Et samedi, il n'y aura pas de projection du film, mais par contre, il y a un très beau concert. Bien sûr. Ok, nous allons vous souhaiter de passer encore d'excellents moments au Burkina Faso, à Ouagadougou, et puis bon vent à votre film.
Merci beaucoup. Merci. Et venez nombreux voir les films, c'est important. Merci bien. Monsieur Manuel von Sturler est réalisateur suisse et réalisateur du film Le Cardinal et l'Imam que vous pourrez voir tout au long du festival Ciné Droit Libre qui bat son plein à Ouagadougou et ce jusqu'au 11 décembre prochain. Alors, nous avons fini notre entretien avec monsieur von Sturler. Pour la suite de cette émission, nous allons le raccompagner avec justement cette rubrique Langue fourchue que vous connaissez bien. Vous le savez, lundi, mercredi et vendredi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené. Le temps de retrouver notre invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le 15 octobre 1987, le leader charismatique de la révolution burkinabé tombait avec 12 de ses compagnons sous des balles assassines d'assassins jusque-là non identifiés. Non identifiés, pas si sûrs. Dès le lendemain du coup d'État, le numéro 2 d'alors, le ministre de la Justice, le frère sang de Thomas Sankara, s'asseyait dans le gros fauteuil. Et tous les discours et interviews qui ont suivi ce coup, l'un des désignait clairement là où les mains qui ont appuyé sur la gâchette démontraient au moins qu'il y avait de graves dissensions entre les leaders de la révolution. Ainsi donc, à travers le sinistre de la justice du moment, le trio révolutionnaire se faisait-il justice en effaçant purement et simplement le camarade président. On se rappelle encore de ces phrases « c'était eux ou nous », avec ce bégaiement caractéristique du jeune loup qui venait de se mettre sous les crocs son premier haillon. Il n'était pas rare non plus dans quelques gargotes et autres hauts lieux d'entendre de supposés membres du commando expéditionnaire de cette sombre journée du 15 octobre se vanter de leur exploit. Bref, il est loin derrière nous le temps où la simple mention du nom du défunt camarade Thomas Sankara pouvait vous attirer des regards noirs. La veuve et les orphelins du Tchèque africain attendaient depuis bien longtemps déjà que l'on éclaircisse le mystère de la mort aussi brutale de leur chair et la justice se attend très lentement. Il aurait fallu attendre une bonne petite trentaine d'années pour que ce dossier passe finalement en jugement. Même si des suspects très sérieux ont été désignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci brillent par leur absence remarquable malgré la convocation par le juge. Mais ne pourrait-on pas penser que ce procès dit Thomas Sankara est une gigantesque farce ? Je ne sais pas ce qu'il en sortira, sinon une autre forme d'assassinat de Tom Sank et de ses compagnons. Les principaux accusés étant en fuite, le reste des accusés s'amuse à lancer des boutades à la cour et aux différentes parties prenantes à ce procès. Accusés et témoins se succédant à la barre, chacun y va de son commentaire et on se demande si ce n'est pas plus une réunion d'anciens camarades qui veulent régler leurs petits problèmes que d'avoir le souci de faire éclater la vérité sur les événements du 15 octobre. En effet, certains témoins qui se présentent devant la cour n'ont de récit que celui de leur détention d'après coup d'État et leur torture par certains accusés présents dans la salle d'audience que de nous édifier sur les événements qui ont conduit au renversement et à la mort brutale du capitaine Thomas Sankara. Voici par exemple des témoins qui n'étaient pas sur la scène du crime, qui en trouvent à redire sur ce qui s'est réellement passé. Doit-on prendre les témoignages d'un homme qui se dit loyal envers ses hommes et le leader assassiné, qui n'a pas hésité une seconde à prendre la poudre d'escampette après que son ami et ses éléments soient tombés sous des balles assassines? Son commandement n'était simplement qu'un mythe finalement. Lui qui sert devant la cour que c'est à la demande d'un de ses soldats qu'il est rentré en brousse pour ensuite gagner un pays voisin afin de sauver sa vie. Et il trouve cela tellement beau. N'est-ce pas là la place du puissant roi de la savane? La brousse. Sacré farceur, ce lion courageux que tout le monde attendait pour renverser la situation au lendemain du 15 octobre 87. Mais il a bien retourné cette situation, au moins il est encore en vie pour en parler avec éloquence. Bref, passons.
Parce qu'après les témoins qui auraient été loin des événements, il y a ces accusés que tout accuse, mais qui ont de belles parades. Pour aider la famille, voici ce médecin militaire qui a dressé le certificat de décès du leader de la Révolution avec la superbe mention « cause du décès, mort naturelle » et qui s'explique aujourd'hui. Quel humanisme! Cela a bien dû aider Mariam et ses enfants. En attendant, à voir les ping-pong dans la salle d'audience, on assiste plus à des chamailleries de cours de récré qu'à un procès qui aboutira à l'éclosion d'une quelconque vérité et à des condamnations réelles. La justice ayant invité deux des principaux mis en cause dans cette affaire à se présenter à elle sous délai, je me demande bien ce qu'on en retirera. Parce que si on sait qu'un homme connu pour sa gâchette facile a le don de disparaître, son acolyte et ex-patron, lui, ne fait pas mystère de là où il a déposé ses pénates. Le temps de la distraction est tellement propice que ce procès tombe à point nommé. Suivez mon regard. Sacré Patrick Gampéné. Alors, on te donne rendez-vous vendredi pour un autre numéro de Langue Fourchue. En attendant, merci à toi. Maintenant, nous allons passer à la rubrique invité du jour. Notre invité est bien installé, auteur du livre Rompre avec l'ignorance. Vous allez savoir de quoi il s'agit juste après ça. Aujourd'hui, nous recevons pour vous coach Issa Démé, coach en développement personnel, donc chef d'entreprise. Il est auteur du livre Rompre avec l'ignorance. Il faut rappeler qu'il est économiste spécialisé en banque assurance. Bonjour à vous, coach Démé. Oui, bonjour. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Coach en développement personnel, on se demande comment se comporte votre coaching aujourd'hui, surtout dans l'univers où on se trouve actuellement avec une floraison de coachs un peu partout. Ok, ça se porte très bien. Et effectivement, il faut dire que la notion de coaching est une notion à la mode. Mais nous qui sommes dedans, c'est une satisfaction parce que aujourd'hui, plus on aura des coachs, plus notre société qui est aujourd'hui malade sera soignée. Et comment on arrive à se distinguer des autres dans le coaching? C'est à travers le travail, à travers ce que vous donnez. Je pense que c'est les autres qui apprécient ce que vous donnez. Et quand on est coach, comme j'aime le dire, la définition d'un coach, c'est celui qui est à mesure d'apporter des solutions. Pas apporter des solutions, amener les autres à apporter des solutions à leurs propres problèmes. Donc, c'est le mécanicien de l'identité humaine. Donc, si vous arrivez à apporter du bonheur aux gens, si vous arrivez à les accompagner à se réaliser, les gens viendront vers vous. Il faut dire que le coaching aujourd'hui, c'est un métier comme tous les autres métiers. C'est votre compétence, l'amour de la chose qui va vous amener à occuper le terrain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des coachs. Aujourd'hui, moi j'ai dirigé un peu la Fiat. On avait 500 coachs au Burkina en son temps. Aujourd'hui, avec les structures qui forment aujourd'hui, on sera peut-être à plus de 700, 800 coachs aujourd'hui. Okay. Mais on n'entend parler que de quelques-uns. Maintenant, c'est ceux qui donnent satisfaction sur le terrain, c'est d'eux qu'on va entendre parler. Mais au fond aussi, il faut dire qu'il y a 3 types de coachs et les gens essaient de les confondre. Il y a 3 types de coachs. On peut être coach pour soi-même, coach uniquement pour son entourage, sa famille, être coach également comme un métier, un coach de métier. Mais la plupart des gens qui partent faire le coaching, peut-être pour eux, mais comme la formation est intéressante, ils arrivent à avoir des outils assez intéressants, sans préparation, ils se lèvent et ils se proclament. Alors qu'il y a tout un tas de choses derrière qu'il faut faire, il y a tout un tas de préparation. Donc ceux qui ne se préparent pas et qui se lancent, 2 jours, 3 jours, vous allez voir qu'ils vont abandonner encore le titre de coach et revenir encore à la vie ordinaire. Voilà, parce que les gens, le coach c'est comme un miroir. Et les gens doivent s'identifier à vous. Moi j'aime dire aux jeunes coachs parce que moi-même j'ai commencé à certifier des coachs, mais dans le domaine quantique. Moi je certifie des coachs formateurs quantiques. Maintenant j'aime le dire que le coach doit séduire.
à travers sa façon de parler. Le coach doit séduire à travers sa façon d'être, à travers sa façon de marcher. Donc les gens doivent, en voyant le coach, doivent pouvoir s'identifier au coach. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir que les gens ne vont pas trop s'intéresser à vous. Comme quoi, il faut faire la différence, quel que soit le domaine où vous êtes. Alors, coach Démé, c'est beaucoup d'inspiration aussi pour écrire, parce que vous êtes à une dizaine de livres. Oui. Aujourd'hui, c'est Rompre avec l'ignorance. Déjà, pour les autres que vous avez eu à éditer, les autres livres, comment ça se passe? Est-ce que ces livres sont bien accueillis par le public burkinabé et extérieur? Oui, ces livres sont très bien accueillis. Il faut dire que parmi les 10, il y a 3 que je vends. Les 7, je les donne gratuitement aux gens. Ok. Voilà, j'écris pour le bonheur des gens, j'écris pour amener les gens à pouvoir se retrouver. Et ces livres sont bien accueillis. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit là où vous partez pour animer une conférence, vous allez voir des gens qui ne vous connaissent pas vont venir à la conférence pour vous croiser, vous dire merci. Parce qu'ils ont pu avoir accès par l'intermédiaire d'une autre personne à un de vos écrits qui a contribué à améliorer leur vie. Et c'est ça en fait le travail de coach. On aime dire que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'abandonner tout pour le service des autres. Et être coach, c'est un peu ça. Vous abandonnez tout pour le service des autres. Vous plantez l'arbre sous l'homme sous lequel vous ne voulez pas vous asseoir. Et c'est ça qui est assez important dans le domaine du coaching. Donc, les autres livres, les gens réclament. C'est vrai que dans ces 2 jours, l'année passée, j'ai beaucoup écrit. Cette année, je me suis concentré un peu beaucoup plus rompre avec l'ignorance. Mais l'année passée, j'ai beaucoup écrit, j'ai partagé. Et les gens me réclament toujours des écrits pour pouvoir lire. Parlons maintenant de Rompre avec l'ignorance. Alors, l'ignorance, déjà, coach Démé, comment vous la définissez? Ok, il faut dire que la notion de l'ignorance est définie dans notre jargon coaching, mais est définie aussi de façon ordinaire. Nous, quand on parle d'ignorance, ça n'a rien à voir en fait avec une personne qui ne sait pas lire ni écrire, mais nous, on parle d'ignorance avec une personne qui n'a pas réussi à développer ses facultés pour pouvoir avoir ce qu'il veut dans sa vie. Okay. En d'autres termes, je prends la définition. On dit un homme instruit est celui qui a, Napoléon Hill qui définissait ça, et de l'homme instruit est celui qui a pu développer ses facultés et ses facultés pour obtenir ce qu'il veut sans biaiser les droits d'autrui. Obtenir ce qu'il veut en termes de quoi? En termes de santé, obtenir ce qu'il veut en termes de prospérité, en termes de bonheur, en termes de joie. Si vous n'arrivez pas à avoir tous ces éléments, vous passez votre temps à vous plaindre au sujet des gens, au sujet des autres, au sujet du gouvernement, il y a un problème. Vous savez, je suis en train de travailler sur un article scientifique toujours sur l'ignorance. Et la dernière fois, on voyait 3000 docteurs plutôt, sur le territoire ivoirien qui grévaient parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Nous, ça nous pose un problème. Parce qu'on peut se dire qu'on est instruit, qu'on connaît, et qu'on prend, c'est-à-dire son malheur, pour pouvoir mettre sous la responsabilité d'autres personnes. Dans le jargon de développement personnel, ça c'est de l'ignorance. Parce qu'on dit, l'ignorance, lorsqu'on n'arrive pas à prendre conscience de sa propre valeur, de sa propre capacité, il faut continuer toujours à apprendre. Parce qu'il y a tout en nous et à la nature pour pouvoir vivre une vie épanouie. Et dans ce livre, vous parlez de l'école classique, pour ne pas dire vous comparez l'école classique à l'école de la vie. Où se situe la différence? La différence est que l'école instruit et on dit la vie éduque. C'est 2 choses différentes. Donc, vous allez voir que à l'école classique, c'est l'école qui donne, je l'ai défini, c'est l'école qui donne le BPC, qui donne le bac, qui donne le doctorat, dont nous tous nous sommes des produits. Mais le constat c'est quoi? Lorsque vous regardez ce qu'on appelle des intellectuels, vous allez voir que ce sont des gens qui se plaignent. Ils se plaignent au sujet de tout. Mais en même temps, des gens qui ne sont pas totalement épanouis. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas une autre éducation, une autre façon, une autre école où on peut mieux apprendre pour obtenir tout ce que l'on veut? Et on a constaté qu'il y a l'école de la vie, qui est là, qui est une école qui ne donne pas de diplôme, qui est une école qui enseigne de façon, qui n'enseigne pas en fonction des caprices, mais qui vous enseigne à travers l'expérience. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, dans ce livre, je dis que c'est bien d'aller à l'école, aller apprendre les connaissances générales du monde, mais au-delà de ça, il faut aussi aller à la vie pour aller apprendre l'école de la vie. Parce que c'est dans cette école qu'on apprend tout.
ce qu'on veut, tout ce qu'on peut avoir pour être meilleur. Donc l'école, j'ai fait la comparaison, j'ai un peu expliqué à travers certains auteurs qui ont également travaillé sur l'école classique, qui ont démontré un peu les failles de l'école classique, qui démontrent que à l'école classique on apprend, et il y a une différence fondamentale entre la notion de savoir et de connaissance. Et dans le domaine du développement personnel ou dans le domaine du coaching, lorsqu'on parle de savoir, à l'école on donne des savoirs. Et le savoir est constitué d'informations. Et l'information c'est quoi? C'est quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous motive, mais qui n'apporte pas un changement fondamental dans votre façon d'être et de vous comporter. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec les intellectuels, ce qu'on appelle les intellectuels. Quand vous les écoutez et quand vous les voyez faire, c'est totalement différent. Quand vous les entendez et quand vous les voyez leur comportement, c'est complètement différent. Alors qu'à l'école de la vie, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous essayez de nous dire que les diplômes que nous obtenons, du moins c'est au niveau des écoles, ce sont des diplômes qui ne servent pas à grand-chose? On dit les diplômes n'ont de la valeur que pour celui qui n'en a pas. C'est tout. Les diplômes, en réalité, n'ont de la valeur que pour ceux qui n'en ont pas. Sinon, les diplômes ne servent à rien. Vous saviez, il y a combien de personnes qui sont allées à l'école pour aller avoir des diplômes? Moi, j'ai un master, mais est-ce que j'utilise mon master? Non. Je ne l'utilise pas totalement. C'est ce que j'ai appris dans la vie, à l'école de la vie que je suis en train d'utiliser. On dit, lorsque vous avez du talent, il y a un auteur qui disait ça, que si vous avez du talent, arrêtez de m'emmerder à votre bac, à votre licence. Non, on a besoin de ça. Je pense que je ne mets pas en cause les diplômes, mais les diplômes seuls ne peuvent pas permettre à un homme d'être épanoui. L'école dont on fait, c'est juste pour avoir des connaissances générales. Mais en plus de ça, il faut des connaissances spécifiques. Alors, il faut aller connaître. Vous savez, une personne qui a des diplômes, mais qui ne connaît pas sa mission de vie, va toujours souffrir. Et vous situez tout ça dans l'ignorance. Oui. C'est le fait de ne pas savoir qu'on ne doit pas se limiter à l'école ou au diplôme que vous qualifiez aussi d'ignorance. Oui. Alors, coach Démé, dans ce livre, vous dites que chacun de nous doit rompre avec soi-même. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Comment on peut rompre avec soi-même? Et qu'est-ce que ça nous apporte si on arrive à rompre avec soi-même? Ok. D'abord, j'ai dit, celui qui arrive à rompre avec l'ignorance et qui arrive à rompre avec elle-même, une personne qui arrive à rompre avec elle-même est une personne qui vit une vie épanouie. Rompre avec soi, c'est d'identifier un soi idéal qui est à la fois meilleur et différent du soi qui existe aujourd'hui dans votre environnement, dans votre corps et dans le temps. Donc, mais si on estime que le soi actuel est le bon soi. Non, généralement, on ne peut même pas se dire que le soi idéal, le soi actuel est le bon soi. Bon soi. Non, ça peut arriver que votre soi actuel soit le bon soi, si ce soi vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, si ce soi vous permet d'être en bonne santé, si ce soi vous permet d'avoir ce que vous voulez. Mais lorsque vous plaignez, pourquoi on demande aux gens de rompre avec eux-mêmes? Vous saviez, nous sommes dans un continent où c'est le passé des autres qui constitue notre futur. Nous sommes regardez seulement les films qui se passent. Et je me suis posé un peu des questions pourquoi les Burkinabés n'arrivent pas à avoir le Yenega d'or depuis des temps d'années. Et il est ressorti que quoi? C'est plutôt pas des films de spectacle que les Africains veulent, mais des films de salle. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de douleurs que lorsque on doit aller s'asseoir encore, écouter d'autres douleurs, écouter encore d'autres passés. Non, les gens veulent des choses pour s'éclater. C'est-à-dire que notre passé occupe une place importante dans notre vie. Et nous ne pouvons pas vivre dans ce passé-là et être heureux. Donc il faut rompre avec soi. Rompre avec soi, comment ça peut se faire? Ça peut se faire tout simplement d'abord, le premier élément, c'est de pouvoir aligner vos intentions et vos pensées. Intention et pensée, c'est quoi? Lorsque vous pensez à quelque chose, que vous commencez à vous sentir, vous ne pouvez pas vouloir un futur radieux en faisant toujours recours à votre passé pour pouvoir... C'est-à-dire, il y a des gens qui évitent, qui veulent un futur en évitant le passé. Non, il faut accepter le passé, dominer, c'est-à-dire le présent, et attirer le futur vers le présent. Donc, d'abord, il faut penser et se sentir de la même manière. Deuxième élément,
on dit il ne faut pas être sous l'influence de votre environnement. On dit pour atteindre la grandeur, il faut entretenir un rêve qui est indépendant de son environnement. Deuxième élément. Donc l'autre élément, c'est la notion de temps dont on évoque. Donc lorsque on veut atteindre cela, la notion de corps, il faut dépasser le corps. Le rompre avec soi c'est un thème assez intéressant, souvent assez compliqué. Et parce que les thèmes sont assez puissants. Puisque quand on parle de rompre avec soi, moi je suis plus dans le modèle newtonien, dans le modèle quantique que dans le modèle newtonien cartésien, où nous quittons sous la domination de notre passé et nous ne vivons pas dans le présent, mais nous vivons le futur dans le présent. Voilà. Dans ce rompre avec soi, une personne arrive à rompre avec elle-même lorsque cette personne cesse d'utiliser ses patrons, d'utiliser par exemple son patron pour réaffirmer son addiction au jugement, d'éviter qu'il n'utilise plus encore ses ennemis pour réaffirmer son addiction à la haine, qu'il n'utilise pas sa famille pour réaffirmer son addiction au malheur, qu'il n'utilise pas aussi ses employés. Oui. Qui n'accuse pas. Qui n'accuse pas. En français simple. Qui n'accuse pas. Donc, une personne arrive à rompre avec elle-même lorsque cette personne n'attend pas la recherche pour se sentir riche. Lorsque cette personne n'attend pas la guérison pour se sentir en bonne santé. Lorsque cette personne n'attend pas une nouvelle relation pour pouvoir se sentir aimé ou pour pouvoir vivre l'amour. Donc, une fois que vous arrivez à être dans ça, ça veut dire que vous vivez en phase avec vous-même. Vous n'accusez pas des gens. Vous n'êtes pas dans des regrets. C'est pourquoi j'ai évoqué la notion des 300. Accuser quelqu'un de son malheur, on dit Jim Rohn le disait, que la plus grande source de malheur est le malheur de soi. Et la plupart des gens sont dans ça. Accuser, c'est mettre la responsabilité de sa vie sur quelqu'un qui lui-même n'arrive même pas encore à prendre la responsabilité de sa vie. Donc c'est pourquoi dans la notion de rompre avec soi, nous demandons aux gens également de travailler à imaginer ce qu'il veut, à ressentir ce qu'il veut et à vivre ce qu'il veut avant que la chose ne soit. D'accord. Alors, coach, dans la deuxième partie de votre livre, vous l'avez consacré donc aux théories d'écrivains et d'auteurs, de grands auteurs d'ailleurs. Oui. Je peux citer Jean-Jacques Rousseau. Alors, de toutes ces théories-là, quelle théorie vous approuvez et pourquoi? Ok. J'ai tenté d'exposer, parce que parler d'école aujourd'hui, c'est osé, parce que les gens vont se poser des questions, pourquoi? Mais au fait, notre travail, c'est de donner de la vérité aux gens, les aider à s'en sortir. Et on ne peut le faire que lorsque on arrive à toucher des parties sensibles des êtres humains. Donc, j'ai évoqué à peu près 3 auteurs qui ont parlé de l'école. Mais ce n'est pas eux seulement, il y a beaucoup d'autres auteurs. Jean-Jacques Rousseau qui propose l'éducation négative. Et sa théorie est fondée sur le fait que la meilleure façon d'éduquer est d'éduquer selon la nature et non selon les caprices des hommes. Parce que pour lui, la nature et les hommes sont corrompus et la nature est bonne. Et il parle sur ça. Donc, il veut qu'on laisse que l'enseignant ne vienne pas influencer l'enfant en lui bombardant de théories et de connaissances et de savoir et de l'information, mais que l'enseignant soit un guide et permettre à l'enfant de pouvoir se développer, parce que la nature a déjà tout pour permettre à l'enfant de se développer. Ça, c'est sa théorie. J'ai parlé également de Ken Robinson qui dit que l'école tue la créativité, mais cela est d'autant vrai. On va vous dire que la créativité d'un enfant est de 98% entre 0 et 7 ans. Mais la créativité est de 2% lorsque nous atteignons 45 ans. Mais prenons l'exemple, nous passons, elle est entre 20 et 45 ans, ça tourne autour de 56%. Mais nous passons comme étant, on finit d'étudier à partir de quand? Lorsque vous voulez faire une thèse dans nos contrées, avoir une thèse à 30 ans, vraiment c'est une chance. À moins d'aller faire la médecine où on peut espérer pouvoir avoir le doctorat à 27 ans, à 28 ans. Sinon, dans les autres filières, vous allez avoir la thèse à 30 ans, 33 ans. 33 ans, ta créativité est à 56%. Tu vas venir créer quoi encore? Quel est tes plans? Non, il faut laisser les gens créer plus tôt. Oui. C'est ce que vous essayez de nous dire. C'est ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer à partir de là. Et l'autre élément assez important, c'est que l'école nous forme à être ce pourquoi nous avons été formés.
Ça, c'est assez important. Alors que l'école devrait nous guider à faire ce que nous aimons. J'ai un article scientifique sur le talent. Et ce qui est ressorti dans mon étude est que personne ne peut connaître son talent, exploiter ce talent-là et vivre malheureux. Malheureusement, est que la question, quand vous publiez sur le talent, il y a sur les 98% de gens qui vont vous écrire, ils vont vous dire comment découvrir mon talent. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un travail fondamental. Comment détecter le talent, comment savoir. L'école devrait quand même nous aider par rapport à ça. Découvrir nos talents et dire quelle est notre mission de vie. Parce qu'une fois que vous n'avez pas votre mission de vie, vous vivez une vie inutile. Et beaucoup de gens vivent des vies inutiles. Alors, coach, le temps risque de nous faire défaut. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ignorance. Vous avez donné la définition de l'ignorance. Vous avez dit qu'il faut rompre avec cette ignorance pour vivre, espérer une vie heureuse et merveilleuse. Comment ça peut se faire? Comment on peut rompre avec l'ignorance? Surtout quand on sait qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont ignorants. Oui, on dit... Et il y a l'autre, Tao et Kim, qui disait que lorsque les gens savent qu'ils ne savent pas, ils peuvent trouver leur propre voie. Et la méthode socratique que nous utilisons beaucoup dans le coaching nous dit que rompre avec l'ignorance, c'est mourir soi-même et laisser naître un être nouveau. Oui. Mourir soi-même et laisser naître un être nouveau. Rompre avec l'ignorance, c'est d'être dans le questionnement. D'abord, le premier élément, c'est de savoir qu'on ne connaît pas. D'accord. Deuxième élément, c'est de se dire que ce que nous avons reçu à l'école est orienté vers l'extérieur. En fait, c'est ça qui est assez important. L'école donne des choses assez intéressantes, mais des choses intéressantes qui sont orientées vers l'extérieur. Alors que tout changement, toute amélioration qu'on va apporter à un homme et qui est basée vers l'extérieur sera transitoire et arbitraire. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément travailler sur le monde intérieur. Donc, déjà, j'ai donné 5 éléments dans le document pour aider les gens à rompre avec l'ignorance. Le premier élément, c'est de ne pas prendre le manque de temps, de ne pas justifier. Le manque de temps ne doit pas être une justification de ne pas aller apprendre. Parce que, comme on le dit, on dit les apprenants hériteront de la terre et les savants seront merveilleusement aptes à vivre dans un monde qui n'existe plus. Donc, pour ne pas vivre dans un monde qui n'existe pas, il faut continuer à apprendre et ne pas prendre le temps pour justifier. L'autre élément, le deuxième élément, c'est quoi? C'est de vaincre, de détruire la certitude de la connaissance. Détruire la certitude de la connaissance. Vous savez, quand les gens finissent leur étude avec le BPC et le bac, ils pensent qu'ils connaissent tout. Et suivez, aujourd'hui, au Burkina, on a tellement d'experts. Chacun assis à son master, il devient expert. Mais un pays où on a des experts qui ne se connaissent pas, c'est dangereux. Voilà. Donc, il faut détruire la certitude de la connaissance et se remettre toujours en question. Et c'est comme le disait Socrate, tout ce que je sais et que je ne sais rien. Et la connaissance, la vraie connaissance, lorsque vous commencez à l'avoir, c'est à ce moment où vous vous rendez compte que vous ne l'aviez pas. Donc, troisième élément, c'est d'utiliser la formation, de ne pas utiliser la formation comme une dépense, mais comme un investissement. Okay. Donc, il faut continuer à se former. Je pense que dans le livre, là, j'ai parlé un peu du système de formation que les gens évoquent, ce qui est assez important. Voilà. Le quatrième élément, c'est de ne pas utiliser l'âge comme un facteur qui vous limite à aller apprendre. Il y a des gens qui pensent qu'à cause de leur âge, ils ne peuvent plus apprendre. Et le cinquième élément, c'est de ne pas considérer les quand dira-t-on, le regard des gens sur vous. Oui. Si vous continuez à regarder les gens qui parlent, moi j'aime le dire, que vous soyez beau, vilain, que vous soyez bon ou méchant, vous serez critiqué. Autant faire ce qui vous permet d'être épanoui. Bien sûr. Notre temps d'entretien est terminé. On va vraiment aborder la dernière question donc, de cet entretien du moins. Où est-ce qu'on peut avoir le livre Rompre avec l'ignorance et à quel prix? Et nous savons aussi que vous avez un programme de dédicace. Comment ça va se passer? Ok, donc pour le moment, nous sommes en train de faire la distribution. À travers la dédicace, il y a la dédicace qui est prévue pour Tenkodougou le 8 janvier. Ouagadougou et Bobo, c'est déjà passé? Oui. Ouagadougou, c'était le 27. Et okay. Koudougou, c'était le 6 novembre. Le 27 octobre et le 6 novembre. Et Tenkodougou, ça sera le 8 janvier. 8 janvier prochain. Le 8 janvier prochain. Il y a Banfora qui est prévu pour le 16 et Banfora pour le 15 et Bobo pour le 16 janvier. D'accord. Voilà. Bobo c'est pour le 16 janvier. Le livre il coûte combien? Le livre fait 5 000 francs. 5 000 francs. Voilà. D'accord.
En tout cas, un livre plein de savoir et qui va beaucoup vous apprendre. Et on peut l'avoir où? Vous pouvez l'avoir l'avez déposé à Jeunesse d'Afrique, vous pouvez l'avoir aussi à Mercury. Ok. Et vous pouvez l'avoir aussi à la librairie Zida, au niveau de la rue des Écoles. Maintenant, dans les autres villes, et que ce soit Koudougou, Tenkodougou, Bobo, Banfora, il y a des gens qui ont déjà le stock là-bas et qui font la distribution directe. Merci à vos coachs d'être passés. Puis on vous souhaite encore beaucoup d'inspiration parce qu'on sait que vous pouvez nous sortir encore d'autres écrits, d'autres réflexions. Encore, je vous recommande Rompre avec l'ignorance, très instructif. Le coach Issa Démé est coach en développement personnel, il faut le rappeler, et auteur aujourd'hui donc d'une dizaine de livres, dont Rompre avec l'ignorance. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Et pour la suite de cette émission, nous parlons de compétition, de traduction et d'interprétation avec une personne qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso et puis bien sûr de Savan TV en général, puisqu'il intervient donc dans plusieurs émissions ici. Il s'agit de monsieur Adama Amadé Soro. Il faut rappeler qu'il est journaliste économique à Savan Média, fondateur du groupe scolaire La Dignité, aujourd'hui directeur général de CITEFSI, cabinet international de traduction, d'études, de formation et de communication et d'interprétation. Bonjour, monsieur Soro. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, nous parlons de ce concours d'interprétation et de traduction de langue. On se demande pourquoi vous avez eu l'idée, comment vous avez eu l'idée d'organiser une compétition d'interprétation et de traduction en langue. Oui, c'est vrai, Abzeta. Il faut donc dire que moi, je suis traducteur de formation, traducteur journaliste, et que cette idée, je l'avais depuis 2010. Okay. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. Sinon, ça fait très longtemps que je voulais organiser une compétition, un concours, donc en traduction, parce que la traduction, c'est un travail, un métier et une vocation. La traduction, c'est également une pratique de tous les jours, que ce soit dans nos sociétés africaines, mais aussi au-delà. Donc pour moi, c'est une occasion pour rendre hommage à ces traducteurs, interprètes, et également montrer que ce sont des vecteurs de rapprochement entre les peuples. Oui. La traduction est un outil qui permet aux nations de se développer. Si vous voyez que l'information circule facilement, c'est parce qu'il y a des traducteurs qui travaillent dans l'ombre. Par exemple, nous sommes journalistes. S'il y a un événement qui s'est produit en Corée du Nord, dans la minute qui suit, cette même information sera retransmise dans toutes les chaînes, sur toutes les chaînes internationales, mais pas en coréen. Bien sûr. En français, en arabe, en anglais, et ici en moré ou en djoula, etc. Donc, ce sont ces traducteurs-là, c'est ce que moi j'appelle les soldats de l'ombre, qui travaillent, les soldats inconnus, qui travaillent pour que l'information puisse circuler facilement. Donc, pour moi, c'était une occasion de rendre hommage à ces personnes-là et de montrer que c'est un travail qui est difficile. C'est vrai que quand quelqu'un écoute l'émission Sonré, par exemple, il dit, mais comment c'est là ils font? Certains pensent que c'est écrit en moré. Non, c'est écrit en français, mais c'est des gens qui, par leur talent, par leur expérience, arrivent donc à traduire, donc à interpréter. Parce que là, il faut faire la différence entre traduction et interprétation. Parce que quand il s'agit d'un texte écrit, on parle de traduction. Lorsque c'est oral, on parle maintenant d'interprétation. Mais l'interprétariat, c'est le métier. Et l'interprétation, c'est l'action d'interpréter ou son résultat. Bien sûr. Donc ici, à Savan Média, comme aussi dans certains médias, au niveau du Burkina, nous accordons une place importante aux langues. Parce que rien que le Burkina, on a une 60aine de langues. S'il n'y avait pas un outil qui permet à ces différentes communautés de se comprendre, ça va être difficile. Et puis il faut rappeler que c'est une compétition que vous avez organisée en collaboration avec Savan Média. Alors, une compétition qui s'est déjà déroulée. Absolument. Et c'est bien sûr maintenant la soirée qui arrive. Comment justement cette compétition s'est déroulée? C'est la première édition, il faut rappeler. Très bien. Et là, vous me donnez l'occasion de revenir un peu sur le lancement qui s'est déroulé le 30 septembre passé et qui a été présidé par le PDG de Savan Média, Alex Boubacar,
dont le soutien a été considérable pour l'organisation de cet événement, mais aussi le directeur général Charlemagne Abissi, et également mon collègue Barry Jacob, qui est le président du comité d'organisation de cet événement. Donc nous avons procédé au lancement le 30 septembre, parce que le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la traduction. Et nous avons, pour cette édition, qui est la première, il faut aussi souligner que c'est la première fois dans l'histoire du Burkina Faso qu'il y a un concours de traduction et d'interprétation qui concerne et les langues nationales et les langues internationales. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller rapidement. Donc nous avons deux catégories de langues. Catégorie langue nationale, nous avons ciblé quelques langues pilotes. Enfin, parce qu'on estime que ce sont les langues les plus parlées du Burkina. C'est le Moré, le Dioula, le Fulfundé, le Goulmanchema et le Lélé. Le Lélé, c'est une variante du Gouroussi. Et également, au niveau des langues internationales, nous avons l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois et le turc. Mais à la compétition, lorsque les gens sont venus, et il faut souligner que ça, si c'était un grand engouement, moi je ne m'attendais pas à avoir 60 personnes. Ils sont dans les différentes combinaisons. Voilà, on a fait la composition, le 20, l'écrit, les deux. Voilà, c'était le 20 novembre passé, au complexe de la dignité, vous l'avez dit. Et il y a eu donc les différents candidats. Mais au niveau de la combinaison turc-français, chinois-français, on n'a pas eu de candidats pour l'instant. Voilà, c'est vrai que les candidats ne sont pas au même niveau, au même nombre, vu l'engouement, etc. Et pour une première édition, je me dis que c'est déjà bon. Et après, maintenant, l'écrit, il y a l'étape orale. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, on donne un texte et puis la personne interprète directement. Voilà. Et maintenant, on a déjà compilé les résultats et on attend maintenant le 11 décembre pour la nuit de la traduction et de l'interprétation. Et je profite pour en tout cas saluer certains qui nous ont fait l'amitié de nous accompagner, au nom bien sûr du PDG de Savane Média, le ministre de la Communication qui est le haut patron, donc le patron donc, de la cérémonie, et le président de la communauté musulmane, Eladji Moussa Kwanda, qui est donc le président de la cérémonie, et M. Parkouda, qui est le parrain donc, de la cérémonie. Combien de lauréats? Nous avons 8 lauréats, puisque c'est 8 combinaisons linguistiques. Voilà. Mais il y a également, ce sont des lauréats, mais il y a ce qu'on appelle le grand prix. Le grand prix, c'est celui qui a le plus de notes, celui qui a obtenu la plus grande note dans les différentes combinaisons, qui sera sacré le détenteur donc, du grand prix. Sinon, dans chaque combinaison, nous avons un gagnant. Voilà. D'accord. Et ça se passera la soirée donc de la nuit du mois de la traduction et de l'interprétation aura lieu le samedi prochain, vous avez dit? Absolument. La date initiale c'était le 4, mais vu certaines conditions, nous avons reporté ça au 11 décembre à l'espace des nouvelles idées qui est à Tengango. Tout à fait. Qui est également un maillon important pour le cinéma grâce aux efforts donc, du PDG Sidnaba. Il faut rappeler que pour cette première édition, le thème retenu, c'est la traduction et la cohésion sociale. Absolument. Vous pensez que ça va ensemble? Bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, pour se comprendre, il faut parler. Or, pour parler, il faut des outils. Et lorsque deux personnes qui ne sont pas forcément de la même, qui ne parlent pas la même langue, il faut l'intervention d'une tierce personne ou d'une autre langue. Donc la traduction, comme disait un écrivain, c'est la langue de l'avenir. Donc c'est la langue qui va nous permettre de nous comprendre si vous ne parlez pas la même langue. Donc, or, la cohésion sociale, qui est un élément fondamental du vivre ensemble, doit passer forcément par la traduction. Donc c'est en procédant à la traduction, à l'interprétation, que les peuples peuvent se comprendre, peuvent jeter les jalons du développement. Notre temps est terminé. On souhaite encore que la soirée se passe très bien. Vous êtes invité. Bien sûr, nous serons là. Merci. Et j'aurais tellement aimé parler aussi assez de langues comme Amadé Soro. Turc, arabe, anglais, français, Moré, Dioula. Mais ça ne veut pas dire que je parle toutes ces langues. Hein. Voilà. Il y a certaines langues que je parle, mais pas d'autres. Voilà. Merci à vous donc d'être passé. Et puis voilà, merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, de votre fidélité à cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Merci et on se retrouve demain jeudi pour encore un autre rendez-vous de découverte, d'information et surtout de bonne humeur. Au revoir. Cuss.